Pételo Sao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des conseillers de la présidente du Congrès. En parlant de trajectoire de l'éveil océanien, il y a 5 ans, on le rappelle, le 24 2019, le 24 mai, lorsqu'il est élu président du Congrès grâce à vos 3 voix, reconnaissant cette phrase mémorable, c'est une majorité océanienne et c'est historique. Comment qualifiez-vous la majorité que vous constituez aujourd'hui avec les non-indépendantistes? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? C'est une majorité qui est bien différente de ce que vous avez rappelé en 2019. C'est vrai que lorsque nous entrons dans la politique en 2019, on est très loin de se douter de la trajectoire que nous avons suivie. Je crois que ce qui était important de rappeler, c'était notre volonté de construire des majorités sur les dossiers chauds qui concernaient le quotidien des Calédoniens et de faire en sorte que certains dossiers avancent, que certains dossiers trouvent une issue, quelle que soit la majorité qui est en place. On l'a démontré par le vote de Mme Bakès à la province sud et ensuite par le vote de M. Wabitan au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Notre intérêt à nous, c'est l'intérêt des Calédoniens et de faire des majorités de façon à pouvoir mettre en place les réformes tant nécessaires et tant rappelées aujourd'hui dans le contexte que nous vivons actuellement. Faiseur de roi ou de reine ou faiseur de démocratie, comme dirait votre président, c'est une étiquette qui ne vous dérange plus? Faiseur de roi, non, je crois que l'étiquette la plus importante, c'est celle de faiseur de démocratie. On a rappelé les difficultés et puis les blocages dans lesquels la Nouvelle-Calédonie se trouvait en fonction des tendances ou des 2 blocs qui nous empêchent finalement de traiter de fond, de manière de fond sur les sujets importants. Je pense à notamment les réformes sur la CLR, les réformes sur le RUAM, tant décriées mais tant attendues aussi, et il faudra bien les mettre en place un jour. Donc finalement, ce qui est important, c'est de trouver des majorités qui permettent d'améliorer le quotidien des Calédoniens. Aujourd'hui, la situation est telle qu'on est obligé de faire et que tout le monde appelle à la réforme du RUAM, mais quand celle-ci a été proposée, elle a subi des levées de boucliers. Alors maintenant que vous êtes à la tête du Congrès, est-ce qu'il y a une méthode éveil océanien? Je crois que la méthode, elle l'a rappelé Mme Falaeo dans son investiture, c'est une volonté de construire un consensus. Ça paraît un peu bateau aujourd'hui d'en parler, mais c'est une réalité. Elle a exercé la présidence de la commission de la législation et de la fiscalité. C'est une commission importante qui se réunit sur les grands textes et à chaque fois la nécessité de nouer le dialogue entre les 2 blocs, entre les tendances qui s'opposent et puis finalement une adoption des textes qui sont proposés à 80% sur le bilan de la mandature du Congrès. Donc il y a une méthode peut-être de méthodologie, de pédagogie aussi, d'expliquer quelles sont les démarches, quelles sont les réformes qu'on veut mener et dans quel intérêt pour les Calédoniens surtout qu'on veut mener ces réformes. Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas, mais on ne désespère pas de continuer à renouer le dialogue entre les 2 blocs qui s'opposent le plus souvent au Congrès. Et quels sont actuellement les dossiers prioritaires pour Mme Falaeo? Alors les dossiers prioritaires, il y a 3 axes qui ont été déterminés, notamment une volonté de modernisation de l'institution. On parle de la première institution du territoire, mais beaucoup ne savent pas quel est le travail du Congrès. Donc l'intérêt, c'est de moderniser les rouages de cette institution et de mieux rappeler aux Calédoniens quel est le rôle du Congrès et en quoi le travail qui est effectué par le Congrès a une incidence sur leur quotidien. Le deuxième axe, c'est celui qu'on a rappelé, c'était un meilleur rouage entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'exécutif du territoire, qui est le gouvernement. Une meilleure transmission, une meilleure coopération dans la fluidité des textes législatifs qui permettront de faire aboutir les réformes. Et enfin, le 3e pilier, c'est celui qui concerne plus directement les missions qui sont en cours et notamment le débat sur l'avenir institutionnel. C'est important. Toutes les tendances politiques sont représentées au Congrès, donc c'est la meilleure antichambre pour pouvoir faire des discussions et amorcer des débats entre les 2 blocs. Alors actuellement, une mission interinstitutionnelle est à Paris pour défendre un plan de reconstruction d'urgence, le fameux plan qui table sur 500 milliards sur 5 ans pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie. Elle a rencontré plusieurs élus du Parlement. Quels sont vos retours? Les retours sont très positifs. La mission, depuis lundi, n'a pas chômé en rencontrant tous les groupes politiques qui sont au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat. Je tiens à saluer ici l'action du président du Sénat et de tous les présidents de groupes du Sénat qui ont tenu à recevoir cette mission transpartisane. Saluer aussi le rôle de la présidente de l'Assemblée nationale qui les a reçus. L'intérêt, c'était de montrer une voix calédonienne portée par tous les acteurs politiques et pas seulement politique, il y a aussi des acteurs de la société civile qui accompagnent cette mission et de montrer que la Calédonie est capable de porter une seule voix à Paris pour faire entendre l'extrême nécessité dans laquelle on se trouve aujourd'hui et qu'il est nécessaire
pour l'État de nous accompagner en ce moment. Est-ce qu'il y a des chances que la reconstruction d'urgence de la Nouvelle-Calédonie soit prise en compte dans la déclaration de politique générale que fera le Premier ministre le 1er octobre? C'était tout l'intérêt de cette mission. Une rencontre est prévue demain ou après-demain selon les décalages horaires avec le ministre des Outre-mer. Donc c'est déjà un bon point. Ça montre aussi que c'était la nécessité de partir au bon moment, puisque au moment où la délégation est partie, le nouveau Premier ministre était nommé et son gouvernement était en place. Donc c'était le meilleur timing pour rencontrer les leaders politiques à Paris et leur faire comprendre la situation de la Nouvelle-Calédonie. Vous parlez de Front Uni, on note quand même qu'il y a deux plans, celui du gouvernement et celui porté par le Congrès, et que les groupes politiques ne sont pas tous là-bas. L'Unipalika, lui, défend le plan du gouvernement et le groupe loyaliste considère que les conditions ne sont plus réunies pour un tel déplacement. Cela ne fait pas désordre? Je tiens juste à rappeler ici que la résolution du Congrès a été adoptée à la quasi-unanimité des groupes, même si l'UNI n'a pas voté cette résolution et s'est abstenu, donc on peut considérer qu'il n'était pas contre la résolution. Ce qui concerne le groupe loyaliste, il faudra leur poser la question, mais je pense que c'est un acte manqué de leur part. Ils ont participé à l'élaboration de la résolution, à la mise en place de la mission, et ils étaient prêts aussi à partir avec les missionnaires. Donc il faudra leur poser la question pourquoi ils n'ont pas rejoint. Mais je crois surtout que ce qui est important de dire, c'est qu'il ne faut pas opposer le plan du gouvernement et le plan du Congrès. Au contraire, les deux sont complémentaires. On a rappelé la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a une urgence pour sauver la Nouvelle-Calédonie et cette urgence, elle ne doit pas être conditionnée à des réformes structurelles qui auraient dû être mises en place bien avant. Le programme du gouvernement est bien de mettre en place les réformes structurelles nécessaires à notre pays. Le programme du Congrès, lui, c'est de plaider pour une sauvegarde immédiate de la Nouvelle-Calédonie parce que la situation va empirer si on ne fait rien. Alors, autre question, vous êtes conseiller municipal à la mairie du Mont-d'Or depuis 2020 et cela m'amène à parler de Saint-Louis et de Mont-d'Or Sud. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la commune pour améliorer la situation des populations qui vivent là-bas? Alors aujourd'hui, vous connaissez la situation du Mont-d'Or, elle est catastrophique, elle est aussi inexplicable. Cela fait maintenant 4 mois que la commune est coupée en deux. J'ai une pensée particulière ce soir, bien évidemment, pour mes compatriotes qui habitent dans le Mont-d'Or Sud. Ce soir, je ne pourrai pas rentrer chez moi, je serai obligé de rester sur Nouméa parce qu'il n'y aura plus de navettes, plus de bateaux. C'est une situation compliquée, c'est une situation invivable. Je pense bien évidemment à tous ceux qui se lèvent depuis maintenant 3 mois à 3 heures du matin de façon à obtenir une place sur le bateau pour venir au travail. Il y a eu plusieurs déclarations sur ce plateau même et puis sur les réseaux depuis 2-3 semaines. Vous avez reçu la semaine dernière, il me semble, le grand chef coutumier du Sud. Je crois que l'heure n'est plus aux déclarations de chacun et chacune, mais plutôt de trouver des solutions et de se mettre autour de la table pour travailler. Je crois que la mairie du Mont-d'Or peut être le meilleur espace pour pouvoir discuter entre nous sur la situation de notre commune. J'appelle l'État à faire son travail, d'assurer la sécurité des Mont-d'Oriens, puisque c'est de sa compétence, même si le développement social, le développement économique ont largement été transférés à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes. L'ordre public reste encore de la responsabilité de l'État et il est important qu'il apporte une vraie solution et une vraie réponse aux inquiétudes des Mont-d'Oriens. Alors vous savez comment qu'aujourd'hui a eu lieu les obsèques des 2 jeunes qui ont trouvé la mort lors des affrontements avec les forces de l'ordre il y a une semaine. Quelle est votre réaction ce soir? Bien évidemment, on a de l'empathie et de la sympathie pour les familles endeuillées, mais pour toutes les familles victimes de toutes les exactions qu'on connaît depuis le 13 mai, particulièrement pour ceux du Mont-d'Or. J'espère juste que le temps de la vengeance est un temps qui sera oublié et qu'on serait plutôt dans le temps de la réconciliation et dans le temps du pardon pour pouvoir reconstruire ensemble notre commune. La commune du Mont-d'Or est la plus belle commune du territoire, je le dis toujours. J'espère qu'on trouvera une vraie solution pour notre commune. C'est sûr que l'incendie de l'église de Saint-Louis nous a fortement troublés, nous a fortement marqués. Mais les églises peuvent tomber, les églises peuvent être détruites. Les hommes et les femmes de ce pays sont encore là pour construire l'avenir. Monsieur Saoul, nous allons passer maintenant aux questions Facebook. Alors, la première, les départs importants des Wallisiens et Futuniens peuvent-ils vous inquiéter?
Oui, forcément, ça peut nous inquiéter parce que ce soit des citoyens calédoniens d'origine wallisaine ou futunienne ou les autres citoyens calédoniens aussi qui prennent le départ, ça peut nous inquiéter. Moi, j'ai envie de leur dire que notre envie ici, elle est enracinée. On l'a rappelé tout à l'heure dans le reportage. La communauté, elle s'est enracinée sur ce territoire. Elle porte beaucoup de fruits et les arbres qui ont été plantés, ils donnent du fruit aujourd'hui. Donc c'est un moment difficile, mais au-delà du tunnel, il y a toujours de la lumière. Autre question, dernière question. Pourquoi ne pas, et là je m'adresse au président du conseil d'administration de la SIC, pourquoi ne pas baisser les prix du loyer vu la crise que nous traversons? C'est une bonne question. Et ça fait partie aussi des urgences de la mission interinstitutionnelle, hein, de trouver une solution pour payer les loyers. Nous sommes bien conscients que les locataires connaissent des situations compliquées, mais être bailleur social, c'est être aussi une entreprise. Derrière le loyer, il y a tous les salaires des employés de la SIC qui travaillent, de tous ceux qui font en sorte que le logement social soit présent. Donc, la solution doit être apportée soit par Paris, soit par l'État, en forme de subventions sèches pour garantir les loyers, pour garantir tous les bailleurs, pour pas que l'immobilier en Nouvelle-Calédonie ne s'effondre. Monsieur Sao, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.